pratiquement, on a vu les êtres humains enfermés chez eux et les animaux déambuler dans les rues. C'est effectivement un changement. Après 8 semaines, demain, on déconfine. Et c'est Alerte Rouge, la région Île-de-France que vous présidez, concentre tous les dangers et tous les espoirs du déconfinement. 12 millions d'habitants, 8 millions de voyageurs quotidiens dans les transports en commun, la reprise de la circulation, le retour dans les entreprises, la réouverture des écoles. Vous nous direz à J-1 comment faire pour que déconfinement ne rime pas avec empêchement ou relâchement. Après avoir tenté de peser à l'intérieur des Républicains, Valérie Pécresse, vous êtes devenue libre, c'est le nom de votre mouvement, libre d'être de droite, dite moderne, ouverte aux questions d'une époque, on le voit, bouleversée, libre également de répondre à un éventuel appel d'unité nationale du président de la République. Vous nous le direz, cette émission est toujours réalisée en situation de confinement. Vous vous trouvez au siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Un salut à nos partenaires de CNews. Et Nicolas Barré des Échos est chez lui. Il ouvre ce grand rendez-vous. Bonjour Valérie Pécresse. Alors, ce déconfinement d'Île-de-France, qui est toujours en zone rouge et surtout une région très densément peuplée, n'est-ce pas un peu au fond mission impossible? Est-ce que vous êtes, à la veille de ce 11 mai, confiante ou inquiète? Je suis attentive et vigilante parce qu'on n'est pas tiré d'affaire. Et vous l'avez dit, le déconfinement en Île-de-France, c'est un déconfinement sous contrainte. C'est aussi un déconfinement sous haute surveillance. Parce que, vous le savez, nous avons une singularité qui est ce goulet d'étranglement des transports en commun. Alors il faut tout faire pour permettre la reprise sans que faire redémarrer l'épidémie. Et c'est un immense défi en Île-de-France. Alors nous allons justement décliner pendant quelques minutes ce mode d'emploi, de ce desserrement de confinement qui démarre. On va d'abord parler des transports. Très concrètement, pour ceux qui nous écoutent, comment allez-vous limiter le nombre de voyageurs dans les trains et les métros ? Alors il faut savoir que compte tenu de l'épidémie qui continue, malheureusement, de faire son œuvre en Île-de-France, le gouvernement a choisi des contraintes maximum sur les transports en commun, le port du masque obligatoire, bien évidemment, mais aussi la distanciation sociale. La distanciation sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas s'asseoir un fauteuil sur deux. Ça veut dire se tenir à 1 mètre les uns des autres, avec des millions de stickers qui ont été posés par les opérateurs dans les transports en commun. Mais cette distanciation sociale impose de n'emporter que 15% des voyageurs habituels. Ça veut dire que là où on transportait 5 millions de personnes chaque jour, on n'en transportera plus que 1,5 million. Et bien évidemment, cela nécessite de donner la priorité dans les transports en commun aux heures de pointe à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire à ceux qui vont travailler. Nicolas Barré, justement. Alors justement, pour aller travailler, il va falloir se munir d'une attestation. C'est d'ailleurs votre idée pour utiliser les transports en commun aux heures de pointe, vous l'avez dit. Est-ce que vous aurez suffisamment de monde pour contrôler tout ça? Alors ça reste l'inconnu de ce déconfinement, ça va être le nombre des forces de l'ordre et des forces de sécurité qui vont venir en renfort. Vous ne savez toujours pas à cette heure. À filtrer l'entrée des gares, des stations de métro. Parce que bien évidemment, si on dit seulement 15% des personnes dans les métros, dans les trains, imaginez, ça veut dire que dans un bus, on ne pourra avoir pas plus de 20 personnes. Ça veut dire que dans un métro, on ne pourra pas avoir plus de 180 personnes au lieu de 700 normalement. Un RER, 800 au lieu de 2500. Donc ça veut dire clairement que j'appelle tous les Franciliens qui nous écoutent à poursuivre le télétravail au maximum, à limiter au maximum leurs déplacements, y compris en transport en commun, et aussi à étaler leurs heures d'arrivée au travail le matin et le soir. C'est très très important parce que si on étale ces heures de pointe entre 6h30 et 10h30 du matin et entre 15h30 et 19h30 le soir, alors nous renforçons nos chances de pouvoir transporter le maximum de Franciliens qui en ont besoin dans les transports en commun. On entend bien votre message effectivement de prudence. On sait aussi que justement l'attestation et le port du masque donc obligatoire, ça sera également contrôlé par une forme de verbalisation, 135 € d'amende si on ne les a pas. C'est un petit peu aussi la double peine, ce déconfinement. Vous n'avez pas confiance dans le civisme des Français. Pourquoi, d'après vous, faut-il verbaliser à ce moment-là? Alors, 2 choses très différentes. Le port du masque d'un côté, l'attestation employeur de l'autre, c'est 2 logiques très différentes. Le port du masque,
c'est pour la sécurité de tous. Et c'est un impératif. Et d'ailleurs, la région se mobilise avec les maires. Vous savez que nous avons déjà distribué plus de 1 600 000 masques dans les gares avec l'ensemble des maires d'Île-de-France dans 200 gares. Nous allons recommencer demain. Nous serons dans 400 gares avec, là encore, les équipes municipales et nous allons distribuer plus de 2 millions de masques. Alors ça, on en parlera pour le... Mais non, attendez, je le dis parce que... Mais oui, mais attendez, il ne faut pas mélanger les sujets, c'est déjà suffisamment compliqué pour les Franciliens, il faut vraiment leur expliquer, vraiment être très très clair dans nos explications. Donc, ce que je disais sur le masque, c'est que oui, il faut verbaliser le non-port du masque, parce que les masques vont être donnés aux voyageurs, et seul un refus de port de masque sera verbalisé. Mais il faut, parce que si une personne refuse de porter le masque, il peut mettre en danger les 99% qui en portent. Pour bien comprendre, c'est le refus. Ça, c'est sur le masque. Sur le masque, il faut verbaliser, et il faut verbaliser dès demain. C'est le refus de porter un masque qui doit être verbalisé. Et si les personnes n'ont pas de masque, dans les premières semaines, on doit leur en fournir. Et c'est ce à quoi la région et Île-de-France Mobilité s'attellent et pour lesquels elle se mobilise. Donc ça, il faudra évidemment, sur le long terme, que les Français et les employeurs prennent le relais et qu'ils donnent des masques à leurs salariés pour qu'ils puissent se déplacer. Et il faudra que les Français aussi se fournissent en masque. Mais vous savez que c'est difficile de se fournir en masque aujourd'hui. C'est pour ça que la région et Île-de-France Mobilité font cet effort de venir donner les masques dans les gares. Donc ça, c'est pour le masque. Verbalisation dès demain. Sur l'attestation employeur, j'explique vraiment la philosophie de cette attestation. C'est de donner la priorité à ceux qui vont travailler. Parce qu'on n'a que 15% des places disponibles, il faut donner la priorité à ceux qui vont travailler. Donc cette attestation, en fait, c'est un droit de priorité dans les transports. Et elle sera évidemment contrôlée. Oui. Elle sera contrôlée parce qu'il y aura un filtrage à l'entrée des grandes gares pour ne permettre de monter que ceux qui vont travailler ou ceux qui ont un motif impératif de se déplacer aux heures de pointe. Par exemple, si vous accompagnez votre enfant à l'école, par exemple, si vous allez à une convocation, à un rendez-vous impératif, etc. Donc il y aura deux types d'attestation. Une auto-attestation pour ceux qui ont un motif impératif de se déplacer aux heures de pointe et l'attestation de votre employeur. Bien évidemment, le gouvernement ayant répondu favorablement à ma demande, mais n'ayant répondu que jeudi, mercredi, à la veille d'un grand week-end, nous aurons, et je l'ai demandé, une tolérance jusqu'au milieu de la semaine prochaine sur ces attestations employeurs, parce qu'il faut que les employeurs puissent les fournir aux salariés, et ça n'est pas le cas pour tous aujourd'hui. Donc pas d'inquiétude, lundi, mardi, il y aura une tolérance sur le contrôle de ces attestations. Je précise une dernière chose, Monsieur Darmon, pardon, mais c'est terriblement précis, mais il faut être très précis, c'est que ces attestations ne seront contrôlées qu'entre 6h30 et 9h30. Alors justement, et entre 16h et 19h. Et comment fait-on entre-temps? Parce que les jeunes, beaucoup de monde qui ont été confinés vont vouloir se déplacer. Est-ce que vous pourrez assurer Absolument. Pendant ce temps également la sécurité et la distanciation? Absolument, mais entre 9h30 et 16h, après 19h, il y aura la liberté de circulation, toujours dans la limite de cette distanciation sociale. Si on s'aperçoit que même en dehors des heures de pointe, on n'arrive pas à faire respecter la distanciation sociale, les opérateurs prendront des mesures de filtrage supplémentaires. Aujourd'hui, vous savez, le risque, la menace qui pesait sur nous pour ce déconfinement, c'était la fermeture pure et simple de lignes entières de trains, de RER ou de grandes gares. Je me suis battue avec les opérateurs et à leur côté pour que il n'y ait pas de fermeture ni de ligne ni de gare. Ça aurait été extrêmement paradoxal, vous vous rendez compte. Pendant le confinement, il n'y avait pas la distanciation sociale, il n'y avait pas le port du masque obligatoire et il n'y avait pas de train de gare, enfin il n'y avait pas de ligne fermée. On aurait pu avoir un déconfinement beaucoup plus dur avec des lignes fermées, la distanciation et les masques. Donc c'était pas possible. Il faut encourager la reprise. Donc vraiment, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que c'est un processus, vous voyez, c'est un processus qui va être très... il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter. Il va falloir respecter vraiment toutes ces préconisations. Nicolas Barré. Dans la capitale, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé de multiplier les axes réservés aux vélos. Est-ce que vous ne craignez pas, au fond, des embouteillages monstres, puisque les transports en commun seront rationnés ? Alors d'abord, la région, elle aussi, soutient la réalisation dans toute l'Île-de-France, et y compris en petite et en grande couronne, d'itinéraires cyclables. Pourquoi ? Mais parce que les Franciliens
sont inquiets à l'idée de reprendre les transports en commun. Ils ont bien compris qu'il allait falloir rationner l'usage de ces transports en commun et donc ils cherchent des alternatives. Le vélo en est une, notamment le vélo électrique. Et je rappelle d'ailleurs que en Ile-de-France, il y a une prime de 500 € qui a été mise en place par Ile-de-France Mobilité pour l'achat de vélos électriques pour tous ceux qui le souhaitent. Donc oui, nous avons financé avec l'État, les départements, les intercommunalités, des pistes cyclables transitoires, des centaines de kilomètres de pistes cyclables transitoires, la région les finance, mais évidemment, il faut que tout ça soit réversible, il faut que tout ça soit évalué, il faut que tout ça soit agile et adaptable en permanence, parce que vous l'avez dit, Nicolas Barré, si une piste cyclable est mal positionnée, elle peut causer un embouteillage monstre. Et rien ne serait pire qu'un embouteillage monstre qui polluerait. Donc il faut, et je l'ai dit au préfet de région, je l'ai dit à l'État, il faut être très vigilant, vérifier et évaluer ces pistes cyclables en permanence et avoir le principe de la réversibilité. Si une piste cyclable est mal positionnée, eh bien, il faudra pouvoir la remettre en cause. Alors, ce que vous avez dit à l'État, est-ce que l'État vous a dit? On l'évoque dans quelques instants. Europe 1. Bouygues Télécom, on est fait pour être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de rester connectés ensemble, nous vous proposons un forfait exceptionnel, sans engagement et à petit prix. Profitez en ce moment du forfait BNU 60 Go pour seulement 11,99 € par mois et restez proche de ceux que vous aimez, sans compter. N'attendez plus, ce sont les derniers jours. Rendez-vous sur bouyguestelecom.fr, nous vous livrons chez vous. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription et seulement sur bouyguestelecom.fr. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com. Avec maxicours.com, la réussite scolaire est au programme, du CP jusqu'au bac. Depuis 20 ans, Maxicours permet à vos enfants d'apprendre à la maison et de réviser toutes les matières. Sur maxicours.com, ils trouveront des milliers de cours, exercices et vidéos, mais aussi des profs qui répondent en direct à leurs questions. En ce moment, Maxicours est à partir de 1 €. Plus d'infos sur maxicours.com. Malgré cette période particulière, vous avez su réinventer la vie à la maison. Moi, avec la fibre Orange, mon fils a suivi ses cours grâce aux super vidéos de ses profs. Eh ben moi, mon salon s'est transformé en salle de sport. Et moi, ma cuisine en salle de réunion multimédia. Moi, avec la fibre, tous les samedis soirs, j'étais quand même avec des copains. Ah ouais? Puis au moins, pas de qui apporte quoi. Bientôt, nous aurons de nouvelles histoires à vivre ensemble grâce à la fibre Orange. Commandez-la maintenant sur orange.fr. Nous vous l'installons en toute sécurité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité. Détails sur orange.fr. Vous pensez avoir été exposé au Covid-19? Vous pensez ressentir les premiers symptômes de la maladie? Appelez Allo Covid au 0806 800 540. Le premier assistant virtuel d'aide au dépistage du Covid-19 par téléphone. Selon vos réponses, l'assistant virtuel vous dira si votre situation peut relever ou non d'un Covid-19, quelle attitude adopter et dans quel délai. Ayez le réflexe Allo Covid 0806 800 540. Service gratuit plus prix d'un appel. 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos. Nicolas Barré, Michael Darmon. Et l'on retrouve Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, en direct du siège à Saint-Ouen. Le fiasco sur les masques va rester pour l'État et le gouvernement un marqueur de cette crise. Et pour vous, ça restera aussi quand même le marqueur d'une grande opération de promotion. Vous avez fait venir des stocks de masques de Chine par avion. Vous les avez déjà tous distribués. Vous avez un masque à distribuer à chaque francilien? D'abord, je récuse totalement le terme. Les régions ont été utiles, elles se sont mobilisées et elles ont prouvé leur agilité dans cette crise pour répondre et protéger leurs habitants. Nous avons commandé effectivement des masques dès que l'État nous a autorisé à le faire. Et la région Île-de-France en a déjà distribué plus de 18 millions. Elle en a distribué à l'Agence régionale de santé, pour les hôpitaux et pour les EHPAD, pour les personnels soignants, les médecins, pour les malades dans les pharmacies. Elle en a distribué aux mairies, aux départements, elle en a distribué aux associations humanitaires et depuis quelques semaines, elle en distribue à tous ceux qui aujourd'hui au quotidien continuent de faire fonctionner le pays et doivent se déplacer. Parce que je le dis et je le recommande très fortement, il faut désormais en Île-de-France porter des masques dans l'espace public et pouvoir s'en procurer. Ce sont des masques lavables et qu'on peut réutiliser parce qu'effectivement, il faut plusieurs masques par jour pour des familles. Ça coûte aussi, ça a un coût.
Dans quelle mesure aussi faut-il pas continuer à les aider sur l'ensemble de ce déconfinement ? Alors, les masques qui ont été fournis par la région pendant cette crise sont des masques chirurgicaux. Pourquoi ? Parce que nous étions en épidémie virulente. Ces masques chirurgicaux étaient des masques qui étaient destinés au personnel soignant, au personnel en lien, en risque de contact avec l'épidémie. Nous ne pouvions pas donner des masques grand public, par exemple, à des personnes qui allaient à domicile voir des personnes âgées, à des personnes qui œuvraient avec des personnes handicapées dans des EHPAD, à des médecins ou à des malades. Donc il fallait donner des masques chirurgicaux, c'est ce que nous avons donc fait. Là, Île-de-France Mobilité, que je préside, l'autorité organisatrice des transports, va, elle, pour les transports en commun, donner un masque tissu, lavable plus de 20 fois, à tous les abonnés Navigo, de façon à leur donner, là encore, à leur mettre le pied à l'étrier. On va rentrer dans un monde où tout le monde va devoir acheter ces masques. Les employeurs vont devoir les fournir à leurs salariés et les Français vont devoir s'équiper aussi. C'est pour ça que dans toutes les gares et les stations, nous avons demandé qu'on puisse acheter aussi des masques. Nicolas Barré. Alors nous avons manqué de masques, en tout cas pendant assez longtemps. En revanche, le gouvernement a annoncé son intention de tester beaucoup de monde, plus 700 000 personnes par semaine. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez confiance dans cet objectif ? Est-ce que d'après les informations que vous avez sur la disponibilité des tests, est-ce que c'est réaliste ? En tout cas, la région a proposé son aide à l'autorité régionale de santé, à l'agence régionale de santé et à l'État. Nous avons dit que si il manquait le test, la région pouvait intervenir. L'État nous a assuré qu'il n'y aurait pas de pénurie de tests pour cette période du déconfinement. La région est partenaire, vous le savez, de l'initiative Tester, Isoler. Nous avons fait le recensement. Nous allons avoir 150 hôtels de toute la région Île-de-France qui vont être mis à disposition de cette expérience. Plus de 7000 chambres d'hôtels qui vont permettre aux Franciliens qui seraient malades et qui ne voudraient pas retourner chez eux pour ne pas risquer de contaminer leurs proches, de pouvoir aller à l'hôtel. 7000 places mobilisées par la région. Alors l'état d'urgence sanitaire va être prolongé jusqu'au 10 juillet. On l'a vu, un des points sensibles, c'est que ce texte installe des brigades pour tracer les contacts. La loi va permettre donc à des personnels non soignants d'effectuer un suivi des malades en lien avec l'assurance maladie. Ça a provoqué des débats enflammés au Parlement par crainte du fichage des données médicales. Est-ce que cette crainte, vous la partagez ? Pourquoi cette crainte selon vous ? D'abord, je crois que ces entretiens sont naturels. Je pense que cette politique qui consiste à essayer d'isoler les cas et essayer de traiter les malades et éviter que la pandémie se répande, c'est la bonne stratégie. Je le crois. Moi, je ne crains pas de fichage. Alors, la question, c'est faut-il numériser toutes ces données ? Faut-il faire une application numérique pour essayer de repérer les cas contacts des malades ? Ça n'est pas forcément strictement nécessaire. Ça peut être expérimenté. Si ça marche, s'il y a un meilleur résultat et que ça permet d'être utile, moi je suis prête à l'expérimenter. Mais là encore, je ne suis pas certaine qu'on ne soit obligé d'en passer par là. Et par ailleurs, je pense qu'il faut toujours évaluer ce que l'on fait et là encore, le réserver à des périodes de crise. Il est impensable pour moi d'organiser un fichage généralisé de la population ou un tracing généralisé de la population en dehors du pic de l'épidémie. Nicolas Barré. L'autre point sensible de cette loi sur l'état d'urgence sanitaire concerne la mise en cause de la responsabilité des élus, des politiques. La loi prévoit de modifier le code de santé publique pour limiter les possibilités de mise en cause de la responsabilité des élus. La question qui se pose, c'est est-ce que cette loi crée une forme d'impunité ? Et puis, deuxième question, les chefs d'entreprise qui sont en première ligne et qui redoutent aussi d'être mis en cause si des salariés tombent malades, sont-ils suffisamment protégés par ce texte ? Il faut rassurer à la fois les chefs d'entreprise et les décideurs sur effectivement l'ampleur de la responsabilité qui est la leur. C'est une obligation de moyens renforcés. Une obligation de moyens renforcés, ça veut dire qu'ils doivent tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien, mais que s'ils n'y arrivent pas, ils ne peuvent pas être tenus responsables. Donc je pense que c'est ça le bon sens, c'est ça qui doit être gravé dans l'étape de la loi, qui doit être écrit noir sur blanc, mais néanmoins on ne peut pas exonérer les décideurs de leur responsabilité. Si on veut pas de responsabilité, on se fait pas élire, on ne devient pas chef d'entreprise. Mais il faut qu'on assume une certaine part de responsabilité, celle de mettre tous les moyens en œuvre pour que ça marche. Au-delà de ça,
on n'est pas responsable et on ne peut pas l'être. Ça veut dire que vous avez compris la manière dont beaucoup de maires ont protesté, cette tribune qui a été faite notamment en Ile-de-France en disant on ne peut pas rouvrir les écoles, il fallait attendre septembre. Est-ce que vous avez donc compris ou pas cette initiative et cette crainte ? Il y a eu un désarroi des maires et je pense qu'il fallait l'entendre, un désarroi des maires face aux 63 pages de code de conduite du déconfinement. C'est un petit peu la même incertitude dans laquelle nous avons été plongés, nous les organisateurs de transport en commun en Ile-de-France aussi, quand on a vu la règle très, très dure de la distanciation sociale. C'est un travail titanesque à mettre en œuvre et on s'est retroussé les manches comme jamais dans un temps record pour réussir, de même que les maires l'ont fait, puisque vous savez que les 2/3 des écoles vont rouvrir cette semaine. Donc je crois qu'il faut saluer l'engagement des maires. Je crois que voilà, et on a tous fait l'impossible. On a tous fait l'impossible. Et on entend également votre critique d'un État trop dur, trop bureaucratique, trop normatif, éloigné vraiment des réalités de terrain. C'est ça que vous dites ? Ce que je ressens, c'est que cette crise, elle a mis à mal un certain esprit bureaucratique français. C'est-à-dire l'esprit bureaucratique français, c'est tout le monde sous la même toise, tout le monde sous la même jauge, alors même que les situations étaient totalement différentes. Il n'y a pas grand-chose de commun entre la situation de l'Île-de-France, et d'ailleurs le gouvernement l'a admis, puisqu'il a dit vigilance rouge en Île-de-France, plus encore que dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté ou dans le Grand Est, à cause notamment de cette épidémie qui continue de circuler parce qu'on est une métropole très concentrée. Donc oui, il fallait régionaliser les réponses. Et ça, le gouvernement, au démarrage, n'a pas voulu le faire. Prisonnier, je pense, de cet esprit administratif qui voulait qu'on traite tout le monde de la même façon. Mais je vous donne un exemple. Ça n'est pas du tout la même chose d'avoir un restaurant dans la Creuse qui a été touché 10 fois moins que l'Île-de-France ou d'avoir un très grand magasin en Île-de-France. D'ailleurs, le gouvernement l'a dit, puisque les centres commerciaux ne rouvriront pas en Île-de-France. Donc il faudrait rouvrir déjà des cafés, des restaurants dans les régions moins touchées. Vous pensez qu'on pourrait d'ores et déjà, permettre à ce secteur de se relancer ? Hôtel, restauration. Ce que je dis, c'est que ce sera beaucoup plus facile et ce sera bien différent de relancer l'activité dans des régions qui ont été 10 fois moins touchées qu'en Île-de-France. Je vois d'ailleurs on envisage de réouvrir des lacs, des plages dans certaines régions, alors même que chez nous, dans notre région, malheureusement, on reste sur des restrictions très strictes. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple. Il faut régionaliser et le déconfinement et la relance, parce que les tissus économiques ne sont pas les mêmes, parce qu'ils vont pas être impactés de la même manière. Ce que je vois en Île-de-France, c'est une montée terrible de la pauvreté. C'est un risque de déchirure sociale très fort. Il faut bien comprendre que toutes les inégalités ont été aggravées par le confinement. Les inégalités face au logement dans toutes les métropoles urbaines, ceux qui ont été confinés ont plus souffert que ceux qui étaient en ruralité. De la même façon, les fractures entre le public et le privé. L'angoisse du lendemain, elle tient tous ceux qui sont aujourd'hui au chômage, tous ceux qui n'ont pas eu droit au chômage partiel et qui n'ont peut-être pas de quoi se nourrir. Sur toutes ces questions, on va effectivement revenir. Nicolas Barré, juste avant la pause, et on reviendra sur les questions économiques dans quelques instants. Alors, le virus continue de circuler, vous le disiez, et malgré tout, on essaye de rouvrir un certain nombre de lieux, par exemple le Champ de Mars à Paris. Est-ce que c'est un risque qu'il faut assumer ou est-ce que ça va trop vite ? Je vous pose la question parce qu'on a appris ce week-end qu'en Allemagne, par exemple, le taux de contamination remontait très vite. On est repassé au-dessus du fameux seuil de 1 qui signifie que l'épidémie repart. Est-ce que ça va trop vite, ce déconfinement, dans certaines régions ? En quelques mots. Il faut dire la vérité aux Français. On n'est pas à l'abri d'un reconfinement si les règles du déconfinement ne sont pas strictement respectées. Donc il va falloir faire preuve de civisme et d'autodiscipline encore pendant des semaines. Le retour à la normale, ça n'est pas pour demain. On se retrouve dans quelques instants pour parler relance et économie. Le Premier ministre Édouard Philippe a parlé d'un appauvrissement général qui allait se produire dans les mois, dans les années qui viennent en France. C'est aussi votre analyse ? Je vois monter sur le terrain la grande pauvreté. Aujourd'hui, avec la région, nous avons décidé de commencer des distributions alimentaires dans les lycées pour les personnes qui, depuis 2 mois, n'ont plus 1 euro de revenus. Parce que c'est ça la réalité. Et nous avons, avec les agriculteurs qui n'ont pas pu vendre, vous le savez, toute leur production, puisque les marchés étaient fermés, donc il y a eu des surplus, nous avons décidé de faire un
programme alimentaire régional. Ce programme alimentaire régional, c'est qu'on va leur racheter tout leur surplus de production, voire même plus si besoin, jusqu'en décembre. Et on fera des distributions alimentaires régulières pour aider les associations qui manquent à la fois de bras et à la fois de moyens. Et puis pour les familles les plus pauvres d'Île-de-France, la région qui est en charge des lycéens va donner à 108 000 familles une aide financière pour compenser le simple fait de ne pas aller à la cantine pour les enfants. Vous savez, les repas de cantine sont très subventionnés et donc c'était souvent pour certaines familles le repas équilibré qu'ils mangeaient dans la journée. La fin de ce repas de cantine, la fin de ce subventionnement, c'est un coût et donc nous allons donner une aide de 60 € pour 109 000 familles de lycéens pour compenser l'absence de repas à la cantine. Valérie Pécresse, on entend votre souci des questions sociales, bien évidemment très prenantes. Il y a également en Ile-de-France, bien évidemment, un rassemblement considérable d'entreprises. On redoute des plans de licenciement. Est-ce que vous les voyez venir? Quelles sont les alertes que vous avez à ce sujet? Alors, je pense que notre obsession dans les mois qui viennent, ça va être le retour à l'emploi. Ça va être le retour à l'emploi et pour cela, je pense que le gouvernement doit prendre des mesures très fortes et très puissantes. Je pense qu'il va falloir faire des allègements de charges patronales de façon à ce que le coût du travail soit moindre. Il faut que tout le monde reparte travailler. C'est absolument indispensable. Et par ailleurs, je m'inquiète beaucoup d'une génération qui va arriver à la fin de sa formation, la génération des jeunes du confinement, qui arrive à la fin de sa formation en juin. Et il n'y a aucune perspective d'emploi pour ces jeunes. Et je ne veux pas que ce soit une génération sacrifiée. Donc moi, je proposerai volontiers au gouvernement qu'on fasse une mesure de zéro charge sociale pour les jeunes pendant 1 an, 2 ans, de façon à ce qu'il n'y ait pas une génération sacrifiée qui soit celle de l'épidémie. Et par ailleurs, il y a un secteur qui va être particulièrement touché, singulièrement dans ma région, mais dans toutes les régions de France. C'est le secteur de l'hôtellerie-restauration, la branche du tourisme, la branche de l'événementiel, la branche des loisirs, de la culture. Tous ces secteurs-là sont des secteurs qui vont être sinistrés. Est-ce que ce qui a été annoncé par le gouvernement vous satisfait, vous rassure, notamment sur la culture? Est-ce que vous demandez un plan spécial pour le tourisme? La région Île-de-France est la plus visitée par les étrangers. Oui, moi je souhaite 3 choses. Je souhaite le retour à la TVA 5,5 dans l'hôtellerie-restauration. Je souhaite aussi un plan tourisme national dans lequel, avec tous mes collègues présidents de région, nous ferions découvrir nos régions aux Français. Parce que pendant ces vacances, il va falloir qu'on se déplace peut-être le moins possible et en tout cas qu'on réapprenne à découvrir les richesses de notre pays, qu'on fasse vivre nos lieux touristiques nationaux. On n'aura pas d'étrangers cette année, ou très peu, ou beaucoup moins que d'habitude. Donc il faut que les Français puissent aussi venir faire vivre ces lieux touristiques. Et puis pour la culture, j'ai demandé au gouvernement qu'on puisse avoir une dérogation à la règle du service fait. La règle du service fait, c'est que vous ne payez une subvention à un lieu culturel, à une troupe, que si elle a fait le spectacle. Et si elle l'a pas fait, vous n'avez pas le droit de payer. Or, le gouvernement ne nous a pas autorisé aujourd'hui, nous les collectivités locales qui avions commandé des spectacles, qui subventionnant des lieux, nous a pas autorisé à payer 100% de la subvention, même si le service n'a pas été fait. C'est une règle, un allègement de règles qui nous permettrait vraiment de continuer à faire vivre tous nos salles de théâtre, nos salles de cinéma, nos salles de spectacle, de pouvoir les subventionner. Alors, comment affronter la crise? On continue, Nicolas Barré. Oui, Valérie Pécresse, vous parlez de la nécessité de reprendre l'activité. La CGT a obtenu de la justice la fermeture de l'usine Renault de Sandouville alors que la production justement était en train de reprendre. Les autres syndicats sont furieux, certains parlent même de sabotage, c'est quand même rare. Qui est coupable de ce sabotage? C'est la CGT ou les juges? Je crois qu'il y a clairement dans le pays des forces politiques qui veulent planter la reprise. Et c'est très dangereux. Lesquels? C'est très dangereux parce que derrière, il y a cette déchirure sociale dont je parlais. Les amis de M. Mélenchon, très clairement. Et aujourd'hui, on ne peut pas bloquer le redémarrage d'une entreprise parce que la convocation du CSE a été faite par mail au lieu d'être faite par courrier. Avec Valérie Pécresse, d'accord, mais ce sont les juges qui ont décidé. Quelque part, non, mais les juges, ils appliquent la loi. Mais ils ont décidé, c'est eux. Non. Non. Les juges appliquent la loi. La loi est effectivement extrêmement tatillonne et peut-être qu'un
des enseignements de cette crise. Ça va être d'essayer de débureaucratiser un peu tout ça, parce que si on veut relancer le bâtiment, les travaux publics, si on veut relancer la construction, et il faudra passer par là, par un grand plan massif d'investissement public. On n'en a pas encore parlé, mais je l'appelle de mes voeux et je l'appelle de manière régionalisée pour qu'on puisse avoir encore plus d'impact sur le terrain. Donc, si on veut faire reprendre l'économie, il va falloir en arrêter avec toutes ces réglementations ultra tatillonnes. Oui, on les a convoquées par mail. Oui, peut-être les délais n'ont pas été respectés, mais c'est l'esprit de responsabilité du cas que de ne pas attaquer une délibération sur la forme quand le fond est juste. Le fond, c'était la reprise du travail. Eh bien oui, moi j'appelle à la reprise du travail. Ce qu'il fallait examiner, c'était le protocole de reprise du travail. C'est-à-dire, est-ce que les conditions de sécurité des salariés étaient les bonnes? Il faut se focaliser sur le fond. C'est ça ce qu'on demande aux syndicats, pas sur la forme. Et pour bien comprendre, quand même, vous dites qu'il y a des forces politiques qui veulent planter la relance. Vous accusez aujourd'hui les partisans de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, de dire qu'ils jouent contre la relance, contre la France ? Le sujet est simple, c'est qu'on ne peut pas jouer sur les peurs des Français pour empêcher la reprise du travail. Bien sûr, la sécurité et la santé sont nos priorités. Et la région s'est investie. Elle s'est investie pour procurer des masques. Elle s'est investie pour mettre à l'abri les sans-abri. Elle s'est investie dans toute une série de domaines. Les transports, le plan de relance, pour essayer de faire le maximum. Mais bloquer, dire on ne reprend pas le travail, dire il ne faut pas, c'est jouer avec le feu. Nicolas Barré. Le groupe automobile PSA a annoncé cette semaine qu'il allait faire du télétravail la norme et la présence au bureau l'exception, avec un objectif assez radical, c'est la présence d'un jour ou un jour et demi par semaine au bureau seulement. Est-ce que c'est une bonne idée ? Mais non seulement c'est une bonne idée, mais je crois qu'on est en train de transformer complètement l'organisation du travail. Et je pense que ce sera peut-être un des acquis et un des bienfaits de cette crise. En tout cas, moi je le constate en Ile-de-France, puisque vous savez que nous avons en 10 jours réussi la région avec l'ensemble des employeurs, le MEDEF, la CPME, l'UDP, l'État, les collectivités locales, à signer une charte dans laquelle nous demandions le maximum de télétravail jusqu'à juin et dans laquelle nous proposions aussi l'étalement des heures de pointe de 6h30 du matin à 10h30, de 15h30 à 19h30. L'étalement des heures de pointe, le télétravail, c'est des choses qu'on avait demandé pour la qualité de vie en Ile-de-France, pour l'améliorer depuis des années, et là, le virus nous permet de l'envisager. Et pourtant, si on généralise le télétravail, c'est très puissant ce qui va se passer. Oui, mais ça peut être aussi c'est un puissant facteur de transformation de l'ensemble de la société. Vous avez, Valérie Pécresse, vous avez tout à l'heure pointé justement les inégalités liées à cette période. Parmi les inégalités, c'est justement celle qu'engendre, selon plusieurs observateurs et chercheurs, le télétravail. Parce que justement, tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions vis-à-vis du télétravail. Donc, est-ce que vous pensez que ça ne va pas créer d'autres problèmes, de nouveaux problèmes ? Non, parce que l'intérêt de généraliser le télétravail, pour ceux qui ont des emplois télétravaillables, mais pardon, je sais que la France a une passion égalitaire, mais là, en l'occurrence, elle est mal placée. Tous les emplois ne se ressemblent pas, tous les emplois n'ont pas les mêmes conditions, et effectivement, il y a des emplois de la relation. Non, mais il y a des emplois de la relation et du lien dans lequel, heureusement, le contact humain est absolument nécessaire, et tant mieux. Et peut-être aussi que certains télétravailleurs préféreraient être dans des emplois du lien au lieu d'être confinés chez eux depuis 2 mois. Donc chaque emploi a ses contraintes et ses avantages. Donc il ne faut pas opposer les télétravailleurs à ceux qui doivent travailler en présentiel. En revanche, je pense que la généralisation du télétravail dans toutes les organisations, les administrations étaient très en retard, l'industrie traînait un peu les pieds, les services étaient moteurs, la région Île-de-France était pionnière. La généralisation du télétravail, elle va permettre aussi un nouvel aménagement du territoire. Parce que je crois que les habitants des grandes villes, des grandes métropoles urbaines qui ont été confinés dans des petits appartements, dans des conditions très précaires, auront envie peut-être d'aller habiter plus loin. Et peut-être là aussi, sur l'aménagement du territoire, sur la dynamisation des villes moyennes, des territoires ruraux, il y aura un énorme changement grâce à cette généralisation du télétravail. Donc le visage de la France ne sera peut-être pas le même demain, et ce sera peut-être mieux. Justement, pour continuer sur les leviers pour la relance, Nicolas Barré. Et alors, est-ce qu'il va falloir travailler plus ? Votre ex-parti, les Républicains, propose de passer aux 37 heures. Des économistes, l'Institut Montaigne et d'autres partagent aussi cette analyse et cette idée que, pour redresser l'économie, il va falloir travailler davantage. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Il va falloir qu'on se retrousse tous les manches, c'est clair. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est vraiment d'éviter le chômage de masse. C'est évidemment qu'on réembauche avant d'envisager d'augmenter le temps de travail. Je pense que la priorité doit être au réemploi et il doit y avoir une vraie solidarité des employeurs vis-à-vis de leurs salariés dans cette période qui va être très difficile. Donc il va falloir qu'on se retrousse tous les manches, mais ça impose aussi au secteur public qui lui sera protégé dans cette crise puisqu'il n'y a pas de chômage dans le secteur public, que lui aussi se mobilise. Par exemple à la région, nous allons proposer sur la demande de mes directeurs que ceux qui le souhaitent puissent donner des RTT pour des associations. On monétiserait ces RTT, c'est-à-dire on prendrait la valeur financière de ces RTT pour la collectivité et on ferait un fonds de jours de RTT et qui serait donné aux associations en argent pour qu'elles puissent œuvrer encore plus à la réduction de la pauvreté et aux missions sociales en Ile-de-France. Je pense que c'est des initiatives comme ça. Vous savez, la France a révélé des trésors de solidarité, d'inventivité, de débrouillardise. J'espère que cette solidarité va perdurer au-delà de la crise et qu'on ne va pas retomber dans nos égoïsmes. Effectivement, vous avez été aussi donc à des postes ministériels, notamment au budget, ô combien sensible. Comment fait-on un budget prochainement avec une dette abyssale et puis beaucoup de chômage? Et on voit bien que cette question, elle est assez sensible. Vous l'évitez un peu quand même en pointillé. Est-ce qu'il va falloir effectivement travailler plus ou pas? Ça a été lancé au début par le gouvernement, ça a soulevé un tollé. Il y a des idées qui circulent. Est-ce qu'il faut supprimer un jour férié au nom de la solidarité? Quelles mesures faudra-t-il prendre pour faire face à cette crise? Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont demandé à leurs salariés de prendre leurs vacances pendant le confinement, de façon à ce que, effectivement, ils puissent retravailler davantage quand le déconfinement viendrait. Donc ça, c'est logique, c'est de bonne guerre. Mais en revanche, sur la question budgétaire dont vous me parlez et du plan de relance, il va falloir un plan de relance massif. Et on n'a pas le choix. Et ce plan de relance massif, il passera évidemment par beaucoup d'investissements publics, il passera par les baisses de charges et d'impôts ciblés que je vous ai donnés, je pense. Et par ailleurs, il faudra aussi que dans les investissements qu'on fera, on aille à fond sur la transition numérique et sur la transition écologique, parce que c'est comme ça qu'on se relèvera plus fort. Et comment le financer encore ? On sera obligé je crois, d'isoler la dette qui est liée à ce plan de relance, de l'isoler dans tous les pays européens. Et il y a une idée qui est en train de faire son chemin dans toutes les sphères économiques, qui serait l'idée d'une dette perpétuelle qui serait portée soit par la Banque Centrale Européenne, soit par le système monétaire européen, qui deviendrait peut-être un fonds monétaire européen. C'était une idée qu'avait Nicolas Sarkozy, qu'on n'a pas réussi à mettre en œuvre depuis, mais l'idée d'avoir un fonds monétaire européen et une dette qui serait une dette perpétuelle et portée par l'Europe et qui permettrait de financer ce grand plan de relance européen lié à l'épidémie. Et en tous les cas, pas d'hausse d'impôts pour les ménages ? Absolument aucune hausse d'impôts dans cette période. Ce serait le coût supplémentaire qui achèverait le malade, si je peux me permettre cette expression, dans une période d'épidémie. On se retrouve pour la dernière partie de ce grand rendez-vous avec Valérie Pécresse. Dans votre grand journal, on écoute le monde changer et je vous informe chaque week-end en direct d'un petit coin de mon appartement à Paris. Europe 1, Wendy Bouchard. La situation est insolite, mais c'est la magie de la radio. On garde l'exigence avec vous de l'information, toute l'actualité, nos invités partout en France, la musique, les animaux, le débat d'idées. Alors je vous dis à ce soir, dès 18h sur Europe 1. Europe 1, radio ouverte. Société Générale, mobilisée pour vous. Artisans, commerçants, professions libérales, TPE, Société Générale vous aide à surmonter cette crise avec des mesures exceptionnelles. Suspension automatique des échéances de crédit jusqu'à 6 mois. Solution de financement à court terme. Mise à disposition du prêt garanti par l'État. Pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée, votre conseiller pro est mobilisé. À distance ou en agence, il répondra à vos Également, nous vous les proposons pour les filières agricoles de notre pays. Ainsi, en ce moment, les tomates allongées type cœur catégorie 1 sont à 2,49 € le kilo. Offre valable jusqu'au 10 mai.
Pour l'information de tous, les gestes barrières et les distances de sécurité sont affichés clairement. Les respecter, c'est se protéger. Plus d'informations sur Lidl.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les Échos. Nicolas Barré, Michael Darmon. Et avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, avec laquelle on continue donc ce grand rendez-vous, il y a une disposition que le plan de déconfinement officiel ne prévoit pas. Qu'est-ce qu'on fait à 20h? On arrête les applaudissements? Au contraire, je pense que nos soignants sont vraiment des héros du quotidien et ils vont malheureusement encore être très sollicités dans les semaines qui viennent. J'ai fait de nombreux déplacements pour équiper les hôpitaux de ma région et ce que les soignants appréhendent, c'est que après le Covid vont revenir à l'hôpital toutes les personnes qui n'ont pas encore réussi à se faire soigner pour des pathologies de longue durée, qui ont évité l'hôpital pendant la période du confinement. Et donc il y a un risque aujourd'hui de voir arriver à l'hôpital des personnes gravement malades qui ne se sont pas soignées. Donc je crois qu'il faut continuer à applaudir les soignants. Je ne sais pas s'il y aura un défilé du 14 juillet cette année, mais en tout cas je pense qu'en tête de ce défilé, on devrait pouvoir avoir quelques équipes de soignants. Vous appelez donc effectivement un défilé civil de ces héros des premières et deuxièmes lignes qui ont assuré la survie et la continuité du pays. Mais effectivement, les personnels soignants craignent aussi autre chose. C'est tout simplement que les pouvoirs publics les oublient. Une fois que ce sera peut-être passé, que ce grand plan massif annoncé pour reconstruire l'hôpital sera peut-être oublié. Il avait été annoncé par le président de la République. Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce qu'il faudra absolument donc le faire de manière indispensable? Mais soyons encore plus audacieux. Bien sûr, il va falloir investir dans la santé. Et d'ailleurs, je pense que toutes les régions sont prêtes à se mobiliser pour devenir des partenaires de l'État en matière de santé, ce qu'elles sont, mais j'allais dire un petit peu par la bande, par deux biais sur l'ouverture des maisons médicales, certains équipements hospitaliers, certains équipements de fac de médecine, mais certains équipements de recherche. On vient nous chercher, mais on voudrait être coproducteur de santé avec l'État, en tout cas d'équipements de santé. On est prêt à venir sur ces projets de santé. Mais soyons plus audacieux, repensons tout notre système. La crise, qu'est-ce qu'elle a montré? Moins d'arrivées aux urgences. Moins d'arrivées aux urgences parce que les Français n'avaient pas envie d'y aller, ils avaient peur de l'épidémie. Est-ce qu'on peut pas enfin en profiter pour mettre en place un vrai système de filtrage aux urgences en disant on ne va aux urgences que quand on est très gravement atteint, et en revanche, si on ne l'est pas, télémédecine, on vient de l'expérimenter, maison médicale, personnel soignant qui vous conseille, qui vous oriente. Donc peut-être qu'on va enfin réussir à mettre en place cette régulation des urgences. Non, mais cette régulation des urgences qui permettra ensuite de réserver beaucoup plus de place pour les réanimations, pour les soins pour les soins complexes que l'hôpital devra faire. Nicolas Barré. Les préfets craignent des violences provenant de groupes organisés à l'occasion du déconfinement. Certaines figures extrémistes des Gilets jaunes ont lancé des appels à la violence sur les réseaux sociaux pour bloquer Paris. Alors, est-ce que c'est un vrai risque? Est-ce que vous avez des signaux allant dans ce sens? Je vous l'ai dit, depuis plus d'un an, il y a aujourd'hui avec les réseaux de la France Insoumise et autour un certain nombre d'extrémistes violents, des personnes qui cherchent effectivement à déstabiliser la société française et les institutions. On les a vus mettre le feu dans des établissements scolaires, on les a vus casser, caillasser dans les centres de toutes les métropoles. Donc bien sûr, ce risque existe. Ce risque, il grandira évidemment sur la pauvreté, la détresse sociale. Donc nous devons tout faire pour mettre en place des filets de sécurité. J'ai un filet de sécurité dont je ne vous ai pas parlé, c'est évidemment l'investissement de toutes les régions envers les TPE, PME, les toutes petites entreprises, celles qui sont les plus fragiles, celles qui n'ont pas réussi à obtenir de prêts bancaires, celles qui n'ont pas réussi à avoir les prêts de l'État ou ni même le fonds de solidarité parce qu'elles ne rentraient pas dans les cases et dans les critères. La région Île-de-France, en lien avec les territoires, nous allons mettre en place un filet de sécurité, une avance remboursable, une aide en quasi fonds propres qui sera jusqu'à 100 000 € pour aider au redémarrage de toutes ces entreprises unipersonnelles, de toutes ces entreprises très fragiles,
tous les secteurs que j'ai cités, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture, le sport, l'événementiel, donc ces secteurs, et je n'oublie pas l'économie sociale et solidaire qui, bien évidemment, pourra bénéficier de ces avances résilience. Valérie Pécresse, depuis tout à l'heure, et c'est bien normal parce que c'est l'événement majeur, on parle du déconfinement, on parle de la façon de quitter cet état, mais quand même on a vécu depuis des mois maintenant une tragédie, près de 30 000 morts, des EHPAD décimés. Beaucoup de Français voudront demander des comptes aussi à la sortie, on le voit déjà avec des collectifs de plaintes qui s'installent. Est-ce que vous les encouragez, ou vous les dissuadez, ces Français qui vont vouloir donc avoir des explications ? Je crois que c'est inéluctable. Il y a un temps du bilan, ne serait-ce que pour éviter que les erreurs que nous avons pu commettre, que le gouvernement a pu commettre, que d'autres ont pu commettre, se reproduisent. Donc le sujet du bilan, il est inéluctable. J'ajoute que ça pose des questions pour l'avenir. Quel va être notre rapport au monde ? Quel va être notre rapport au monde ? Comment allons-nous réussir à sécuriser nos frontières ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre beaucoup plus de vigilance sur la sécurisation sanitaire de nos frontières, sur les conditions dans lesquelles nous réalisons nos échanges ? Est-ce que, et c'est un souhait qui est majoritairement partagé, je crois, par tous les Français, est-ce que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de relocaliser des productions de souveraineté en France ? Est-ce que nous n'avons pas besoin de retrouver une indépendance et une autonomie économique dans certains secteurs ? Mais ce n'est pas la question en fait. En réalité, ces Français, ils vont pas demander au fond des mesures sur le localisme. Ils vont demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi a-t-on assisté à toutes ces pénuries, parfois ces errements. Vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête ? Est-ce qu'il faut qu'ils continuent de multiplier leurs plaintes ? Comment canaliser ce besoin qui va y avoir aussi d'expression légitime à ce niveau-là ? Mais moi, je fais tout à fait confiance au Parlement, notamment au Sénat, pour mener une commission d'enquête qui fera toute la transparence sur la gestion de crise. Les Français y ont droit, c'est la démocratie. Nicolas Barré. Emmanuel Macron a dit qu'il fallait se réinventer collectivement. Il réfléchit aussi à une forme d'unité nationale. Comment percevez-vous cette démarche et surtout comment est-ce qu'elle pourrait se traduire éventuellement concrètement ? Il y a énormément de choses qu'il va falloir réinventer. On a parlé de notre organisation du travail, on a parlé de l'aménagement du territoire, on a parlé de notre secteur de la santé qui doit fonctionner complètement différemment. Et maintenant on parle du projet politique. À l'avenir. Oui, mais on a parlé de la bureaucratie aussi, de l'allègement de toutes les contraintes bureaucratiques. Ce que je crois, c'est que ce que cette crise a montré, c'est les trésors cachés d'inventivité, de créativité, de débrouillardise de la société civile et des pouvoirs locaux. J'allais dire les bienfaits de la proximité. Et donc, je crois qu'effectivement, si on devait réinventer quelque chose au sommet de l'État, ce serait peut-être un nouveau rapport à tous ces pouvoirs locaux, à la société civile. Comment est-ce qu'on peut débureaucratiser finalement le rapport aux citoyens ? Parce que depuis tout à l'heure, on vous entend à travers les sujets proposer, dire nous voulons être copartenaires, nous pourrions faire ensemble. Au fond, est-ce que vous seriez d'accord pour que une entité régionale comme la vôtre puisse être partie prenante d'un pacte de relance avec l'État ? Ce serait aussi une forme de réinvention. Ce que je souhaite, c'est la régionalisation des plans de relance. Parce que la situation de l'Île-de-France, qui accueille 50 millions de touristes par an, qui a une vraie pénurie de logements, qui a des problèmes de transport en commun, comme vous le savez, qui est en passe de réaliser des dizaines de milliards d'investissements dans un nouveau réseau, qui lutte contre la pollution. Ça n'est pas du tout la même situation que la situation, j'en parlais l'autre jour avec ma collègue Carole Delga, que la situation d'Occitanie, où évidemment la situation de l'aéronautique, par exemple, est au cœur du plan de relance. Il va demander toute l'énergie. Bien sûr, mais ce qu'on entend, c'est qu'il y a une volonté de créer peut-être une forme d'unité nationale. Tout simplement, est-ce que vous soutiendrez cette démarche ? Est-ce que vous pouvez rejoindre, au fond, puisque vous êtes libre, est-ce que vous pouvez rejoindre finalement une équipe autour du président Macron pour relancer le pays ? La question, elle est simple et beaucoup se la posent. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment coordonner la relance au niveau de ma région, c'est faire le maximum pour les habitants de ma région. Et aujourd'hui, ce que j'ai demandé, c'est une trêve
des polémiques politiciennes, le temps que le pays se relève. Et cette trêve, j'espère que cet esprit d'unité qui s'est quand même révélé dans cette crise, que cet esprit d'unité, il va pouvoir se prolonger au-delà du déconfinement et pendant les semaines qui vont venir, parce que on en aura besoin. On aura besoin que toutes les bonnes idées, d'où qu'elles viennent, soient entendues. Voilà, l'attestation employeur, la priorité aux franciliens qui doivent aller travailler aux heures de pointe. C'est une demande que j'avais faite au Premier ministre. Il l'a entendu, de la même façon que le port du masque obligatoire. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'écoute mutuellement, qu'on a des choses à apprendre les uns des autres et que redresser le pays ne se fera que par un respect des idées les uns des autres. À propos, écoute Nicolas Barré. Dans cette crise, on le voit bien, il y a une demande très très forte d'intervention de l'État, de la puissance publique pour répondre aux défis. Est-ce que votre ancien parti, les Républicains, ou plus largement la droite, est à l'aise avec ça et peut proposer un projet d'alternance dans ce contexte ? Bien, paradoxalement, je pense qu'il y a à la fois un besoin d'État, mais un besoin d'un État beaucoup plus agile et beaucoup moins bureaucratique, beaucoup moins tatillon, qui donne de l'espace de liberté à chacun pour faire. Et donc, je pense que ça correspond vraiment au programme politique de droite. Un programme politique qui est à la fois inspiré par le gaullisme, c'est-à-dire la souveraineté, l'indépendance, l'autonomie, une régulation forte de l'État, mais aussi par une idéologie plus libérale sur tout ce que la société peut apporter, tout ce que les entreprises peuvent apporter. C'est votre en même temps à vous, en fait. Qui n'oppose pas le public et le privé. C'est l'ADN de la droite. La droite française, elle est à la fois gaulliste, libérale et sociale. Et je crois que c'est sur ces trois piliers qu'il va falloir fonder la relance. C'était le grand rendez-vous de Valérie Pécresse. Merci à Julien Hors d'avoir réalisé depuis Saint-Ouen cette liaison. Merci au chef d'antenne Michel Henaf, Olivier Duval et bien sûr à Jean-Luc Arblat de Manette à la réalisation. À très bientôt.